Lorsqu'une entreprise européenne terrasse son concurrent américain, c'est suffisamment rare pour qu'on s'y intéresse. Les chiffres donnent tout simplement le tournis. 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, 140 milliards d'euros de capitalisation boursière, plus de 150 000 employés sur 180 sites à travers le monde, des centaines de millions de passagers transportés chaque année. En face, un concurrent qui n'a aucune pitié, l'américain Boeing. Alors comment l'Europe, réputée pour ses lenteurs et ses divisions, a-t-elle réussi à vaincre les États-Unis et par la même occasion changer le visage de l'aéronautique mondiale? Laissez-moi vous conter l'histoire du miracle Airbus. Pour la suite de cette vidéo, je vais partager le micro avec mon équipe qui m'aide sur les recherches, sur l'écriture, sur l'illustration de cette histoire qui est incroyable. Allez, c'est parti. Nous sommes en 1960. Le général de Gaulle doit se rendre aux États-Unis pour une visite d'État. Problème, le seul avion capable d'assurer la traversée de l'Atlantique avec le niveau de sécurité et de confort requis est américain. De Gaulle, fidèle à lui-même, n'apprécie pas. Mais il n'a pas vraiment le choix. À contre-cœur, il embarque alors à bord d'un Boeing 707. Pour maintenir les apparences, l'appareil Air France est même rebaptisé Château de Versailles. Mais le symbole est là. Même le chantre de la souveraineté doit s'en remettre à l'industrie américaine pour voler. À cette époque, les cieux appartiennent à l'Amérique. Boeing, Lockheed, McDonnell Douglas, tous règnent sans partage sur l'aéronautique mondiale, militaire comme civile. Les constructeurs européens, eux, sont bien trop petits pour rivaliser. La France a Sud Aviation et sa Caravelle. Les Britanniques ont de Havilland et leur Comet, un avion qui connaît tellement d'incidents d'ailleurs qu'il est tout simplement abandonné. Quant aux Allemands, ils sont toujours à la traîne au sortir de la guerre. 1967. Le ciel appartient encore aux Américains, mais dans les coulisses, une idée commence à germer. Celle d'un avion européen. Résultat d'une alliance improbable entre des anciens ennemis de guerre. Car les constructeurs du vieux continent sont lucides. Trop petits, trop dispersés, ils savent que face aux mastodontes américains, ils n'ont que deux options. Devenir des sous-traitants dociles ou s'unir pour tenter de rivaliser. Mais leur retard est tel que l'idée de parvenir un jour à concurrencer l'Amérique sur son propre terrain s'apparente à un projet fou. Pourtant, à cette époque, Français et Britanniques collaborent déjà sur un projet révolutionnaire. Et j'ai nommé le Concorde, un avion de ligne supersonique. L'objectif du Concorde, relier Paris à New York en 3h30 à une vitesse de croisière de 2200 km/h, 3 fois plus vite que le Boeing 707. La tâche paraît dantesque, mais les ingénieurs sont confiants et le projet avance plutôt bien. Alors pourquoi ne pas tenter le même coup sur un avion beaucoup plus classique? Il se trouve en plus qu'avec la démocratisation du transport aérien et le développement du tourisme en Europe, les compagnies sont très demandeuses d'avions gros porteurs capables de réaliser des liaisons entre les différents pays du continent. Pour les Européens, c'est le moment parfait pour agir. Le 26 septembre 1967, les ministres des Transports allemands, britanniques et français se réunissent à Londres pour signer un accord de coopération. L'objectif est de concevoir un biréacteur moyen courrier capable de transporter 300 passagers sur 3000 km. Son nom, l'A300. Le projet est confié au groupe français Sud Aviation, à l'anglais Hawker Siddeley et à l'allemand Arbeitsgemeinschaft Airbus. Malgré l'optimisme ambiant, les débuts sont pour le moins chaotiques. À peine l'accord de coopération signé, Rolls-Royce, qui devait fournir les moteurs de l'avion, se retire du projet avec fracas. Le groupe anglais fournit également les concurrents américains et les Européens exigent qu'ils lui proposent des moteurs à un tarif préférentiel. Hors de question pour Rolls-Royce qui préfère claquer la porte. Après Rolls-Royce, c'est au tour du gouvernement britannique de se retirer. Raison invoquée, le coût du programme. Les Britanniques ne veulent pas prendre en charge le coût du développement du Concorde et celui de l'A300. Il faudra toute la diplomatie et la force de persuasion d'Arnold Hall, le dirigeant de Hawker Siddeley, pour remettre tout le monde autour de la table et éviter à l'A300 de ne jamais décoller. Pour sortir de l'impasse, General Electric, un fabricant américain, est appelé à la rescousse pour fournir les moteurs. C'est l'Allemagne qui sort le carnet de chèques afin de compenser le retrait des Britanniques. Il faudra encore attendre 2 ans, en mai 69, pour que la production soit enfin lancée. Mais là encore, rien n'est simple. Chacun veut sa part. Les Français construisent le cockpit et l'avant de l'avion. Les ailes sont produites au Royaume-Uni. Le fuselage, lui, vient d'Allemagne et la queue est faite en Espagne. La gouvernance de l'entreprise est aussi très particulière. Airbus Industrie est officiellement créé le 18 décembre 1970 par le groupe français Aérospatial et l'allemand Deutsche Airbus. L'espagnol Construcciones Aeronauticas Sociedad Anónima, CASA, se greffe après coup. Mais Airbus Industrie n'est pas une entreprise classique, c'est un GIE, un groupement d'intérêt économique. Autrement dit, c'est une structure juridique qui permet à plusieurs entreprises ou entités de s'associer pour exercer en commun certaines activités sans pour autant fusionner.
Les constructeurs européens sont d'accord pour s'associer, mais ils veulent tout de même garder leur indépendance. Roger Bataille, le directeur du programme A300, explique: j'ai réussi à monter un système dans lequel chaque partenaire s'occupe de ses oignons, mais accepte que les autres aient leur mot à dire. À l'image du projet européen à l'époque, la coopération est encore fragile. De l'autre côté de l'Atlantique, Boeing regarde cela avec une pointe d'amusement et de condescendance. En 1969, le groupe américain entre dans la légende. Il participe au programme Apollo 11, une mission historique. Et pour cause, l'astronaute Neil Armstrong marche sur la Lune et Boeing peut se vanter d'y avoir contribué en construisant le premier étage de la mythique fusée Saturn V. Quelques mois plus tard, l'Américain dévoile le 747, le premier avion à double pont. Un mastodonte volant capable de transporter jusqu'à 660 passagers sur plus de 13 000 km. À lui seul, le 747 incarne le futur du transport aérien, audace, puissance, ambition planétaire. En face, c'est face à cette déferlante que l'Europe lance son modeste A300. Le prototype de l'A300 effectue son premier vol en 72. De l'avis général, c'est plutôt un bon avion, bien conçu, bien fabriqué, mais voilà, le plus difficile reste à faire. Convaincre les compagnies aériennes de miser sur un constructeur inconnu. Il faut bien se rendre compte qu'acheter un avion auprès d'un nouveau constructeur représente un investissement très important. C'est un engagement long terme, puisqu'il faudra former les pilotes, adapter les hangars, investir dans la maintenance. Miser sur Airbus, c'est accepter de prendre un risque énorme, un risque industriel, logistique et commercial. Et pour beaucoup, l'Europe n'a pas encore fait ses preuves. En 1974, seulement 4 appareils sont vendus, contre 189 pour le géant Boeing. Air France en prend quelques-uns par devoir patriotique. Quelques ventes sont enregistrées auprès de South African Airlines et Iran Air. Ces ventes se font notamment grâce aux relations privilégiées entretenues par la France et l'Allemagne avec ces deux pays. Mais personne ne veut vraiment de l'Airbus. S'il y a bien une grande différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est l'éducation financière. En France, le sujet de l'argent est encore beaucoup trop tabou. Personne ne nous apprend concrètement à prendre en main nos finances. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est mon application qui vous permet de gérer l'ensemble de votre argent en toute simplicité. Compte bancaire, livret, compte d'investissement, crypto, vous pouvez tout visualiser au même endroit de façon automatique et sécurisée. Finari vous permet aussi de découvrir les frais cachés de vos produits d'investissement, d'évaluer votre diversification et de projeter vos performances futures. Vous pouvez également gérer votre budget, investir en crypto-monnaie et en assurance vie. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour démarrer un essai gratuit. Autre problème pour Airbus. Les États-Unis comptent déjà des dizaines de compagnies aériennes qui se fournissent toutes auprès des constructeurs nationaux. Airbus mise alors sur l'Inde et l'Asie du Sud-Est pour se faire sa place. Mais ces marchés sont encore marginaux à cette époque. Donc le carnet de commandes reste vide. En 1975, Bernard Latière se voit confier les commandes d'Airbus Industrie. Cet énarque a déjà participé au développement du Concorde. Son arrivée bouscule la stratégie actuelle. Pour lui, il faut aller là où les affaires sont les plus florissantes. Donc, le marché américain. Les plates-bandes directes de Boeing. En 1978, il apprend notamment que Frank Borman, le PDG d'Eastern Airlines, un ancien astronaute de la NASA et ex-pilote de chasse de l'US Air Force, cherche à renouveler la flotte vieillissante de sa compagnie. C'est une belle opportunité, mais comment convaincre un Américain patriote, héros national, d'acheter un avion européen? Bernard Latière a une idée. Il propose à Eastern Airlines de tester l'A300 pendant 6 mois, gratuitement et sans engagement. 4 avions sont livrés clés en main pour les faire voler sur les lignes les plus fréquentées des États-Unis. Autour de Bernard Latière, on lève les yeux au ciel. C'est du jamais vu. Mais cette idée, elle lui vient de son père, un ancien concessionnaire automobile qui avait une méthode imparable. Prête la voiture le week-end et le lundi, le client ne veut plus la rendre. Pendant 6 mois, les A300 d'Airbus sillonnent les États-Unis. Les pilotes apprécient leur confort et leur maniabilité. Les ingénieurs, eux, apprécient la fiabilité. L'A300 n'a besoin que de 2 moteurs pour voler, contre 4 pour le 707. Concrètement, cela veut dire 2 fois moins de maintenance. Le plan fonctionne. Eastern Airlines passe commande pour un total de 32 A300 flambant neufs. Le tremblement de terre est immédiat. Une compagnie américaine fait voler un avion européen. Le Congrès veut faire annuler le deal. Airbus vient de s'inviter dans la cour des grands. Pour Airbus, c'est le début d'une longue série de commandes. Ça y est, le pari de Bernard Latière s'est révélé gagnant. Il vendra pas moins de 600 avions durant les 10 années qu'il passera à la tête de l'entreprise. Ce succès commercial permet au groupe d'envisager plus sereinement l'avenir. Il fait le choix de se développer en diversifiant sa gamme. Airbus sort d'abord plusieurs variantes de l'A300, puis lance en 82 l'Airbus A310. Ce modèle est plus court et optimisé pour les vols long courriers avec moins de passagers. Mais le développement de ces nouveaux projets coûte cher, très cher.
Développer un nouvel avion, c'est investir des milliards sans aucune garantie de retour sur investissement. Pour réduire le risque, Airbus s'appuie sur un modèle de financement hybride public et privé. Les pays membres du consortium s'engagent à financer une partie des coûts du développement via des subventions qui sont remboursables. En clair, ils avancent l'argent que l'entreprise rembourse uniquement si l'avion fonctionne. C'est un partage de risque assumé dont l'objectif est de soutenir l'émergence de l'industrie aéronautique européenne. Ce mécanisme de subvention est perçu par les Américains comme une distorsion à la concurrence. Boeing crie au protectionnisme masqué et l'affaire remontera plus tard jusqu'à l'OMC. Mais sur le plan industriel, la stratégie fonctionne. Airbus se développe rapidement et en 87, le constructeur frappe un énorme coup. Lors du Salon du Bourget, l'un des plus importants événements aéronautiques organisés à Paris tous les 2 ans, le constructeur présente l'A320, le premier avion civil à commande de vol électrique. Une révolution technologique. Grâce à cette innovation, le pilotage devient plus sûr, plus fluide. Les compagnies aériennes adorent. Le temps de formation est beaucoup plus court, les pilotes peuvent passer d'un modèle à l'autre en quelques jours. Moins de coûts, plus de flexibilité. Le succès est immense. Prix catalogue de l'époque, 40 millions de dollars. L'A320 deviendra le modèle le plus vendu de l'histoire d'Airbus. Plus de 12 000 avions vont trouver preneur. Avec l'A320, Airbus entre dans une nouvelle dimension. Les commandes pleuvent. En 87, tout modèle confondu, 327 appareils sont commandés pour une promesse de chiffre d'affaires cumulé de 20 milliards de dollars. C'est 2 fois plus que l'année précédente. Ces commandes colossales obligent à investir dans des usines pour produire en masse. Les usines historiques situées à Toulouse, Hambourg et à Broughton sont progressivement agrandies et modernisées. De nouveaux sites de production sont créés un peu partout en Europe. Afin d'optimiser sa chaîne de production, Airbus développe un avion spécial. L'objectif, acheminer les pièces produites aux 4 coins du continent vers le site d'assemblage final à Toulouse. Cet avion, c'est le Beluga, un objet unique en son genre qui peut transporter des charges immenses allant jusqu'à 40 tonnes. Année après année, Airbus grignote des parts de marché à son principal concurrent. De 30% en 1989, elle passe à 40% en 1994. En 1999, Airbus annonce pour la première fois de son histoire avoir vendu plus d'avions que son concurrent américain, 476 contre 355. C'est un séisme dans l'industrie. Boeing, jusqu'à là intouchable, sent le vent tourner. Afin de limiter les dégâts, Boeing sort le carnet de chèques. En août 1997, la société rachète pour 13 milliards de dollars McDonnell Douglas, le numéro 2 américain du matériel de défense et constructeur des fameux DC-9 et DC-10. L'objectif est clair, absorber son concurrent pour renforcer son emprise sur le secteur tant civil que militaire. Mais l'Europe ne va pas rester les bras croisés. Airbus se prépare à franchir un cap décisif. Dans l'ombre, les grandes manœuvres sont lancées. Fusion, acquisition et restructuration se multiplient pour mettre l'industrie européenne en ordre de bataille. En France, Aérospatiale se rapproche de Matra, le groupe dirigé à l'époque par Jean-Luc Lagardère, un milliardaire qu'on ne présente plus. En Allemagne, des filiales de Daimler Chrysler, Siemens et AEG fusionnent pour donner naissance à Daimler Chrysler Aerospace. En Espagne, Construcciones Aeronáuticas absorbe AISA. Et oui, rappelez-vous, Airbus n'est alors qu'un GIE qui regroupe des entreprises indépendantes les unes des autres. Le 10 juillet 2000, tout change avec la fusion de Daimler Chrysler Aerospace, Aerospatiale Matra et Construcciones Aeronáuticas qui donneront naissance à EADS. Le groupe, qui sera plus tard rebaptisé Airbus, regroupe les activités d'aviation civile, de construction d'hélicoptères, de défense et du spatial. Désormais, Airbus est un acteur incontournable, un géant de l'aéronautique. Cela lui permet de se lancer des projets encore plus audacieux, mais aussi plus risqués. En 2005, Airbus dévoile un projet monumental, l'A380, le plus gros avion de ligne jamais construit. Un géant des airs capable d'embarquer plus de 800 passagers sur 2 niveaux. Une réponse ambitieuse au vieillissant Boeing 747. Voilà plus de 15 ans que le groupe investit dans cet avion. La planète est en train de s'urbaniser. Des mégalopoles sortent de terre en Asie, au Moyen-Orient. La logique d'Airbus, les compagnies aériennes vont avoir besoin d'avions plus gros. Mais produire un avion, ça prend du temps. Entre son inception et sa conception, le monde a changé. Les compagnies aériennes d'aujourd'hui veulent de la flexibilité. Elles privilégient les vols point à point, plus fréquents, plus directs. Le low cost, lui, monte en puissance. Ces compagnies veulent des avions plus petits, plus économes en carburant. Dans ce nouveau paradigme, l'A380 est déjà un dinosaure. Pire encore, pour faire voler un A380, il faut des infrastructures adaptées, des pistes allongées, des portes doubles, des passerelles à 2 niveaux, des aires de stationnement renforcées. Le coût d'adaptation est colossal. Pour Roissy, la facture s'élève à 100 millions d'euros pour moderniser un seul terminal. Beaucoup d'aéroports refusent. Trop cher, trop complexe, trop peu de compagnies prêtes à opérer l'A380 à pleine capacité.
Résultat, un bijou d'ingénierie devenu un fiasco commercial. La production est arrêtée en 2021. Néanmoins, mis à part cet échec, Airbus se porte plutôt bien. En 2014, Airbus dévoile la nouvelle version de son best-seller, l'A320 Neo. Moins polluant, plus silencieux, plus économe. C'est un carton mondial. Les compagnies se l'arrachent avant même sa sortie. 130 pour American Airlines, 150 pour Indigo, 200 pour AirAsia, 234 pour Lion Air. Les commandes pleuvent et se comptent à chaque fois en dizaines de milliards. Boeing est pris de court et tente de réagir vite. Trop vite. Au lieu de concevoir un nouvel avion, le groupe décide d'adapter en urgence son modèle phare, le 737. Objectif, rattraper l'avance de l'A320 Neo tout en limitant les coûts de développement. Cet avion, ce sera le 737 MAX. 737 MAX. 737 MAX. Dans le crash du Boeing 737 MAX. Derrière cette décision se cache une réalité perfide. Boeing a changé de culture. Airbus est piloté par des ingénieurs, Boeing par des financiers. Externalisation, réduction des délais, suppression des marges de sécurité, tout est fait pour maximiser la rentabilité au détriment de la robustesse. Le 737 MAX est le pire tollé de l'histoire de l'aviation. La confiance en Boeing s'effondre. Le groupe évitera les représailles en payant une amende de 2,5 milliards de dollars, mais le mal est fait. Les passagers ont peur de voler sur un Boeing. Rien qu'en 2023, 137 incidents seront signalés sur des avions Boeing contre 40 pour Airbus. Pour couronner le tout, Boeing subit 7 semaines de grève massive dans ses usines. Le coût pour le groupe, plus de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, Boeing a un pied-à-terre. Airbus a le vent en poupe. Entre 2019 et 2024, Boeing a subi 35 milliards de dollars de pertes. Airbus engrangeait, elle, 14 milliards d'euros de profit. Mais alors, que vaut Airbus aujourd'hui ? Il y a 20 ans encore, on le présentait comme un outsider, une entreprise politique montée à coups de subventions. Aujourd'hui, c'est un colosse industriel à la santé financière éclatante. C'est simple, Airbus est le numéro 1 mondial de l'aviation. En 2024, il a livré 766 avions, soit le double de Boeing. Mais Airbus ne fabrique pas seulement des avions de ligne. Le groupe conçoit aussi des satellites de haute précision, des hélicoptères civils et militaires, des avions de transport stratégique comme l'A400M et des systèmes de défense intégrés allant jusqu'à la cybersécurité. Sa division Airbus Defence and Space est un pilier spatial européen. C'est elle qui développe les satellites Galileo, l'équivalent européen du GPS, les satellites météo de nouvelle génération ou encore les systèmes de télécommunications sécurisés pour les forces armées. C'est aussi un partenaire clé d'Ariane Group, le fleuron européen du lancement spatial. Un tel plan industriel implique une gouvernance très particulière. Lagardère et Daimler, les actionnaires historiques de EDS, se sont retirés. Aujourd'hui, Airbus est détenu en partie par les États européens. L'État français, via la SOGEPA, possède 10,8% du capital. L'État allemand, via GZBV, détient également 10,8%. Et l'État espagnol, via la CEPI, en contrôle 4,17%. Le reste du capital est flottant, c'est-à-dire composé d'actions qui s'échangent librement en bourse. Certains investisseurs peuvent être freinés par cette présence des États au capital, mais les résultats financiers parlent d'eux-mêmes. En 2024, Airbus a réalisé un chiffre d'affaires colossal de 69,2 milliards d'euros, en hausse de 5,9% sur un an. Son résultat net, lui, atteint 4,2 milliards. Sa dette est faible, moins de 15 milliards, alors même que l'entreprise dégage un free cash flow impressionnant de 4,5 milliards d'euros par an. Le free cash flow, c'est l'argent qu'une entreprise génère après avoir payé ses dépenses d'exploitation et ses investissements. Elle peut donc utiliser cette somme pour rembourser ses dettes, verser ses dividendes ou continuer à investir. Comme Airbus n'est quasiment pas endetté, il peut utiliser ses fonds pour investir dans son développement, mais aussi pour soigner ses actionnaires. En 2024, la société a versé un dividende de 2 euros ainsi qu'un dividende exceptionnel de 1 euro, soit un rendement de 2,3%. Et ce n'est pas tout. Le carnet de commandes d'Airbus donne le vertige. 8658 avions et 893 hélicoptères en attente de livraison. Autrement dit, plus de 10 ans de production en continu. La valeur totale de ce carnet de commandes, 630 milliards d'euros. À cela s'ajoute une activité de service, formation des pilotes, maintenance, logiciel qui garantit des revenus récurrents année après année. Autrement dit, Airbus n'est pas seulement un leader technologique. Airbus est une machine financière bien huilée, capable d'investir massivement, d'absorber les crises et de se projeter à long terme. Cela se retrouve dans ses performances boursières. Le titre Airbus a gagné 15% depuis le 1er janvier, 85% sur les 3 dernières années et 210% sur 10 ans. Ces performances illustrent parfaitement l'importance de diversifier ses investissements sur le long terme. Pour Airbus, le futur rime avec décarbonation et Chine. Le transport aérien représente près de 3% des émissions mondiales de CO2. La pression pour verdir le secteur n'a jamais été aussi forte.
L'entreprise a promis un avion commercial à hydrogène d'ici 2035, un pari immense. Mais les retards s'accumulent déjà. Le second défi, lui, vient de l'Est. Depuis quelques années, un nouveau concurrent est en embuscade, Comac. Son modèle, le C919, s'attaque au segment le plus rentable du marché, celui même de l'A320 et du Boeing 737. Le gouvernement chinois soutient évidemment massivement son champion national. Le carnet de commandes du C919 se remplit vite. À l'heure où vous regardez cette vidéo, plus de 1200 unités sont déjà précommandées. Pour l'instant, Comac ne joue pas encore dans la même cour, mais Airbus l'a compris, ce que Boeing a vécu ces 10 dernières années pourrait parfaitement lui arriver demain. Alors, pas question de ralentir. Airbus, c'est le symbole d'une Europe qui ose. Une Europe capable d'unir ses talents, de surmonter ses divisions, de transformer une idée politique en un vrai succès industriel. Airbus, c'est la preuve que le génie collectif peut encore exister à l'ère des géants mondiaux. Mais attention, la plus grande menace pour un géant, ce n'est pas un concurrent, c'est lui-même. Le confort du succès, la tentation de ralentir, l'illusion d'être arrivé à destination. L'histoire d'Airbus, c'est celle d'un outsider devenu leader, d'un défi collectif devenu un exploit industriel. Mais ce récit, aussi inspirant soit-il, n'est pas terminé. Car dans le ciel, rien n'est jamais acquis. Boeing l'a appris à ses dépens. Charge à Airbus maintenant de transformer ce succès industriel en légende.